Salut et bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, je voulais commencer par une petite note personnelle. Tu as peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. En ce moment, je suis en pleine recherche d'emploi, une période de transition qui me demande pas mal d'énergie et de réflexion. J'ai donc décidé de ralentir un peu le rythme de publication pour le moment, histoire de traverser cette étape avec un peu plus de clarté. Je sais que je ne suis pas seul à passer par là en ce moment, donc j'espère que partager ça pourra résonner avec certains et certaines d'entre vous. Et je prends des notes et donc je vous en reparlerai sûrement dans un prochain épisode. Merci de continuer à m'écouter et maintenant, place à l'épisode de cette semaine. À la fin de mon doctorat, je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer la carrière académique, faire un ou des postdocs, ou est-ce que je pars en entreprise en recherche et développement. Et le syndrome de l'imposteur, à ce moment-là, il frappe très très fort. Quand tu parles de ce que tu fais, une des premières erreurs que j'ai faites et que beaucoup de gens que j'accompagne font, c'est que tu rentres directement sur les détails techniques de ce que tu es en train de faire. Et il y a une scène de la série Friends que j'adore, où Ross commence à parler de son travail, et tous ses potes font semblant de s'endormir d'un coup. Et je trouve que ça illustre tellement bien le chercheur qui est passionné par ce qu'il fait, ou l'ingénieur qui est passionné par ce qu'il fait, qui commence à parler de ce qu'il fait, et qui endort tout le monde. Et ça, je pense que c'est un défaut qu'on a quand on est chercheur, quand on est scientifique, quand on est ingénieur, et sur lequel on doit vraiment travailler. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, ton inspiration hebdomadaire pour le développement de carrière après le doctorat. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, de l'autre côté de l'océan, je suis très content d'avoir avec moi Arnaud Stippen. Arnaud Stippen est communicateur scientifique, animateur de télévision et astrophysicien primé. Ancien collaborateur de la NASA et docteur en sciences planétaires, il transforme la complexité en clarté pour un public allant des enfants aux décideurs mondiaux. Créateur et présentateur des émissions de télévision Epistème et Epikids, animateur du podcast Pulse et conférencier lors d'événements internationaux tels que TEDx, il est reconnu pour rendre la science à la fois accessible et inspirante. Grâce à sa marque Nexus by Arnaud Stippen, il aide les chercheurs, les entreprises et les institutions à donner vie à leurs innovations avec impact. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD Arnaud. Salut David, tu vas bien? Très bien. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous dire où tu es, d'où est-ce que tu nous rejoins et parler un petit peu plus de ton profil, peut-être qu'est-ce qui t'a amené au domaine scientifique. Tu sais, sur des lignes larges, mais qu'est-ce qui t'a amené au domaine scientifique où tu as travaillé et qui t'a amené à la NASA, à collaborer avec la NASA, entre autres. Tracer un petit peu un portrait un peu plus large de qui tu es, qu'est-ce qui te fait te lever le matin puis te donne l'énergie d'aller aider les gens à innover avec impact. Donc je viens de Belgique, en Europe, comme tu l'as dit, de l'autre côté de l'étang. Et puis j'ai toujours eu beaucoup de curiosité en fait en moi, et je crois que il y a un dessin animé qui a fait un magnifique carton pour tous les gens de ma génération. Moi je suis né dans les années 80 en France, en Belgique, et je sais ailleurs aussi, peut-être par chez toi aussi. Ça s'appelait Il était une fois la vie. Et oui. Et voilà. La vie, et voilà, quand on en parle. Mais moi, regarde, je suis né en Belgique, donc c'était en Belgique que j'ai vu ça. Quand je suis parti au Portugal, je l'ai vu aussi. Donc ça a été adapté dans plein de pays, la vie. Oui, je sais qu'en Italie, ils l'ont eu aussi, etc. Donc ça a vraiment influencé toute une génération. Et je sais que dans les collègues scientifiques, il y en a pas mal qui ont été très influencés par ce dessin animé. Ça a été mon cas. Il a vraiment éveillé chez moi la vocation des sciences. Et puis, un petit peu plus âgé, vers l'âge de 9, peut-être 10 ans, j'ai lu De la Terre à la Lune de Jules Verne. Et j'ai su que c'était l'astrophysique que je voulais faire. Je voulais pas aller sur la Lune, mais je voulais participer à ce grand voyage. Et donc, très très tôt, en fait, je me suis décidé, vers l'âge de 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fait mes études, mon doctorat ici en Belgique. À la fin de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une mission NASA et donc d'aller vivre au Colorado. Ce que j'ai fait pendant un peu plus d'1 an, et puis j'ai continué ma collaboration avec la NASA pendant presque une dizaine d'années. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que
ce que la vie m'avait apporté, mais aussi d'autres émissions et d'autres gens qui m'ont marqué en conférence, j'avais envie de le transmettre. J'avais pas envie de rester toujours dans mon laboratoire, un petit peu enfermé, de parler que à des scientifiques. Alors c'est des conversations qui sont passionnantes, mais j'avais envie de le transmettre, de le partager, et j'avais envie donc de me lancer dans l'aventure de la vulgarisation scientifique. Ce que j'ai fait il y a quelques années, et puis tu l'as dit, j'ai créé Nexus, qui est mon label qui permet de faire de la vulgarisation sur plein de supports. Des podcasts, des émissions télé, donc j'ai plusieurs émissions en télévision pour les enfants, pour les adultes, et puis aussi des livres, des conférences, donc je suis très très heureux de vivre de ma passion. C'était pas gagné. Je me souviens que pendant mes études, une prof qui était sans doute bien intentionnée m'a dit mais ouais, je vois bien que t'aimes bien la vulgarisation, mais on peut pas en vivre, c'est pas possible. Et je l'ai pris comme un défi, et je suis content de pouvoir dire aujourd'hui qu'elle se trompait, et qu'il y a moyen, quand les étoiles s'alignent, et peut-être qu'un jour ce sera plus le cas, mais pour le moment je suis très très content de vivre de la vulgarisation. Merveilleux. Mais on va en parler. Il y a un grand intérêt en ce moment pour la vulgarisation, et que ce soit pour les gens qui restent au labo, mais beaucoup pour les jeunes qui sont en train de terminer leur diplôme et qui se disent j'aimerais ça avoir une certaine présence, et j'aimerais ça pouvoir parler de mon domaine de recherche peut-être, mais des fois c'est juste de parler de certaines questions scientifiques qui m'intéressent. Parce que là, maintenant, il y a des plateformes où ça se fait, même, on parle de TikTok à Instagram, à Substack dans un autre style. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, en effet, ça peut marcher. Mais là, on parle pas d'être créateur de contenu. On parle vraiment de partir en business, de partir en entreprise dans le domaine de la vulgarisation. Et je pense que, en fait, je sais, j'en croise souvent des jeunes scientifiques qui ont cette curiosité ou même ce désir de devenir entrepreneurs, qui même le choix de leur sujet a été un peu orienté par ça, mais à moins d'aller chercher des formations, etc., c'est pas donné à tout le monde de comprendre c'est quoi exactement devenir scientifique entrepreneur, c'est quoi les défis, comme tu as dit, c'est quoi les challenges, mais aussi c'est quoi les retombées, etc., etc. Donc, je suis très content que tu sois ici aujourd'hui pour nous en parler et nous parler de ton trajet, les leçons que tu as pu apprendre, mais aussi des conversations que tu as pu avoir avec des mentors, des collaborateurs, etc., et qui t'ont amené à cette carrière dont tu es fier aujourd'hui. Et je pense que c'est important, après tout ce qu'on fait pour avoir ce diplôme, qu'on puisse être fier de notre activité professionnelle. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de monde qui ont des difficultés à naviguer ça et qui finissent avec des compromis où la fierté n'est pas tant là, et sinon même des fois de l'amertume. Et ça, moi j'aimerais éradiquer ça. J'aimerais que si tu étudies aussi longtemps pour avoir un diplôme de doctorat, mais que tu sois capable, tu es dans un temps utile là, de trouver, des fois créer un chemin de carrière qui va te ressembler et qui va te combler. Donc, tu sais, je suis très, très content que tu aies été d'accord de venir parler de ton trajet à toi ici sur la thèse. Et tu sais, c'est pas facile parce que le syndrome d'imposteur que tu décris un peu, je l'ai aussi par moment et je l'ai souvent eu dans ma carrière. Je sais que à la fin de mon doctorat, je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer la carrière académique, faire un ou des post-docs, ou est-ce que je pars en entreprise, en recherche et développement? Et le syndrome de l'imposteur, à ce moment-là, il frappe très très fort, évidemment. Quand tu es en reconversion, c'est le moment où tu dis, est-ce que je suis vraiment licite? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et alors, quand tu te lances comme entrepreneur, c'est très très difficile aussi. Il y a un autre moment un peu plus personnel où le syndrome de l'imposteur frappe. C'est quand tu rencontres des gens que tu connais pas dans un cadre amical, voire quand tu essayes de flirter avec quelqu'un et puis qu'on te demande ce que tu fais dans la vie et tu dis je suis en train de terminer un doctorat en astrophysique. C'est un peu bizarre parfois, ça peut être pris bizarrement. Je crois que Big Bang Theory a un peu aidé quand même pour ça. La série a fait du bien pour que on soit un peu plus reconnus comme des gens qui peuvent être sympas, les astrophysiciens. Mais ça reste que quand tu parles de ce que tu fais, une des premières erreurs que j'ai faites et que beaucoup de gens que j'accompagne font,
c'est que tu rentres directement sur les détails techniques de ce que tu es en train de faire et tu noies les gens dans des informations voilà un peu techniques qui les intéressent pas en fait. Oui, rébarbative peut-être même. Ouais, c'est ça. Il y a une scène de la série Friends que j'adore, tu sais, où Ross commence à parler de son travail et tous ses potes font semblant de s'endormir d'un coup. Et je trouve que ça illustre tellement bien le chercheur qui est passionné par ce qu'il fait, ou l'ingénieur qui est passionné par ce qu'il fait, qui commence à parler de ce qu'il fait et qui endort tout le monde. Et ça, je pense que c'est un défaut qu'on a quand on est chercheur, quand on est scientifique, quand on est ingénieur, et sur lequel on doit vraiment travailler. Oui, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, en tout cas, on m'a demandé d'écrire. Je suis en train d'écrire des textes et c'est ça. Et une des choses que j'essaie de transmettre, c'est que quelque part, sauf qu'on sort des murs de l'université, il faut se dire, il faut que je sois le traducteur de mon trajet académique. Là. Il faut que je sois l'interprète parce que, comme tu le disais avec Friends, disons, au mieux, ça peut endormir les gens, mais au pire, ça peut les amener à, je sais pas, te juger, te trouver hautain ou te trouver, je sais pas trop. En termes, disons, en contexte d'embauche, ça va faire coller l'étiquette à lui, il est surdiplômé, cette personne-là. Oui, moi on me l'a dit, vous êtes trop qualifié pour ce poste et j'avais toujours envie de répondre, mais ce poste m'intéresse. Donc, laissez-moi juger si je suis trop qualifié ou pas pour ce poste. C'est très dur à entendre. C'est très dur à entendre. Vous êtes trop qualifié. C'est vraiment quelque chose qui fait mal parce que tu l'as très bien dit. On se donne pendant des années d'études pour avoir ce foutu diplôme de doctorat et puis qu'on essaye de le valoriser. Et je pense qu'on a le droit et on a raison de le valoriser. On s'entend dire, ah mais en fait, c'est de trop. Alors, c'est une des choses les plus terribles, c'est quand on vous dit vous êtes de trop, peu importe ce qu'on te dit. Si on dit à un enfant t'es trop bruyant, c'est terrible de dire ça, ou t'es trop agité. Voilà, c'est vraiment horrible de dire à quelqu'un tu es de trop. Et avec le doctorat, et sans doute avec plein d'autres formations et plein d'autres chemins que le doctorat, mais en tout cas je parle de ce que je connais avec le doctorat, ça arrive qu'on dise aux gens vous êtes de trop. Et je trouve que il faut qu'on ait une conscience entre doctorants et docteurs de pouvoir entendre ça, d'une part, et pouvoir y répondre. Alors, je pense qu'une manière d'y répondre, c'est de mettre en avant tout ce qu'on a appris qui n'est pas de la science pendant le doctorat. Exactement. Tout ce qu'on a appris qui n'est pas le monde de l'ingénieur et tous les soft skills, ou même des hard skills, mais qui sont transférables à d'autres choses. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on se mobilise énormément pour le partager et pour montrer que le doctorat, c'est pas une fuite, c'est pas des gens qui se disent ah mais j'aime bien mes études, j'ai envie de rester dans une université, dans un centre de recherche, je vais rester un peu plus longtemps. C'est pas ça, c'est un vrai début de carrière. C'est un vrai début de carrière. Oui, ok, il y a un diplôme, mais c'est aussi des gens qui bossent. C'est des gens qui ont une expérience professionnelle quand ils sortent du doctorat. Moi, je dis parfois, ok, ne valorisons peut-être pas le diplôme en tant que tel, parce qu'après tout, c'est un papier, voilà, il est super important, mais peut-être valorisons les quelques années qu'il m'a fallu de travail pour l'obtenir. Et ça change un peu la perspective. Oui, et en tout cas, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais il faut vraiment apprendre à le vulgariser. Qu'est-ce que c'était que ces années-là, à faire ce diplôme-là? Et vulgariser, comme tu le sais, c'est faire le deuil du détail, faire le deuil du jargon et élaguer jusqu'à trouver qu'est-ce que cette personne cherche. Par exemple, toi, ton cas particulier, il y avait un poste que toi, tu as vu, ouf, ce poste, c'est pour moi. Je le lis et je vais avoir du plaisir. Mais l'autre personne, si elle a cette espèce des bouchons qui disent surqualifié, il faut comprendre. Est-ce que l'interlocuteur dit ça comme une première réponse, je dirais, allergique, mais on peut continuer à parler, ou bien non, est-ce que c'est une croyance, et là, je passe à d'autres choses. Mais il faut, comme tu le dis, comme communauté, il faut qu'on se le dise, que attention, tu peux pas utiliser ton CV académique, le dérouler devant quelqu'un qui est en dehors de l'universitaire et penser que ça va résonner, ça va pas résonner. Et après, il faut aller chercher c'est quoi. Il s'en fout. C'est ça. Complètement. Il s'en fout. T'as le nombre de publications. Mais rien. D'ailleurs, c'est ça. Combien de fois tu te fais poser des questions sur tes publications? Zéro. Ça, quand tu es en dehors de l'académie. Mais donc, oui,
il faut qu'on apprenne et qu'on le dise dans des émissions comme ça, dans des podcasts, dans toutes les plateformes qu'on peut, et qu'on dise aux jeunes doctorants, quand vous parlez avec quelqu'un qui est en dehors, il faut que vous soyez capable de reculer le zoom et d'être capable de parler en des termes qui vont résonner avec la personne. Et je suis quelqu'un de résilient. Moi, les projets multidisciplinaires de longue haleine, ça ne me fait pas peur. Je viens de sortir d'un projet de 4-5 ans et je travaille en équipe, etc. Il faut aller voir qu'est-ce qu'eux, ils demandent. Si, par exemple, on regarde une offre de poste et trouver, OK, est-ce que ça s'applique à mon expérience? Et de réutiliser ces terminologies-là dans ces conversations. Et si la personne est curieuse, par hasard, elle aime l'astrophysique et qu'elle vous pose une question, ben là, à la demande, on peut aller un petit peu plus loin. Mais il ne faut pas se saboter. Puis je pense qu'on s'auto-sabote beaucoup. On s'auto-sabote et je l'ai fait, j'ai fait des erreurs et j'en fais toujours, bien sûr, mais j'ai fait ces erreurs-là. J'ai vu le résultat de ces erreurs. J'ai vu, je mentionnais le nombre de publications. J'avais un CV dans lequel j'écrivais mes publis. Bah, c'est stupide. Ouais. C'est une erreur de débutant, c'est de l'espace perdu. Mais donc ces erreurs-là, elles sont évitables. Nous, toi, moi, tous les gens qui sont invités dans ton podcast et bien d'autres, on répète inlassablement que il y a un gap et il faut franchir ce gap. Et alors, je rajouterais que ça, c'est si on veut être engagé quelque part. Mais si on veut se lancer dans son projet comme indépendant, comme entrepreneur, etc., c'est un peu la même idée quand même. C'est-à-dire que on va pas lancer un projet en parlant à nouveau de ses publications, mais on va lancer un projet parce que on a développé en soi certaines facultés. Tu parlais de la résilience, c'est super important pour les entrepreneurs. Tu parlais du travail d'équipe, ultra important aussi. Et le fait que tu sais rester 4-5 ans sur un projet, bah oui, parfois, quand tu lances une start-up, souvent d'ailleurs, bah, il faut savoir que tu te verseras sans doute pas de salaire pendant un petit moment, et en tout cas qu'elle sera pas rentable avant 4-5 ans. Et donc, c'est des qualités qu'on a développées pendant le doctorat, et qui sont très utiles, j'en suis persuadé, vraiment. Très utiles pour la vie d'entrepreneur, pour la vie de gens qui décident de se lancer en freelance, en consultant, etc. Très bien. Et donc, dans ton cas en particulier, tu as compris que, donc avec Nexus, qu'il y avait un espace, un écosystème où tu pourrais apporter de la valeur en étant cette personne qui a un peu les pieds, qui a été dans la recherche, qui est allé assez loin, mais en tout cas, qui n'est plus complètement là-dedans, mais qui est capable comme consultant, comme je sais pas comment tu nommes l'espace où tu es avec Nexus, mais qui vient dans le fond faire des ponts entre des publics qui ne va pas être en principe chercheurs, etc., et des générateurs de connaissances qui, eux, vont être dans la recherche, qui vont avoir des longs CV, comme on disait. Comment est-ce que on trouve notre niche? Comment est-ce que on a ces premières conversations? Peut-être d'abord, ces premières réflexions de OK, ça pourrait être un business, mais après, quand on décide que ça va être un business, là, il faut parler avec des gens, il faut réseauter, il faut aussi, j'imagine, aller comprendre comment ça marche, il me faut un avocat, etc., etc. Comment est-ce qu'on navigue tout ça quand, en principe, dans tes cours d'astrophysique, c'est pas des choses que tu as appris, là. Tu as dû aller te former, t'auto-former là-dedans. C'est sûr, il y a beaucoup de formations et il y a aussi l'idée que quand tu travailles en équipe sur ton projet doctoral, tu n'es pas l'expert de tout. T'as des gens qui sont experts de sous-domaines, qui sont à côté du tien et tu travailles avec eux. Quand tu deviens entrepreneur, tu peux pas être expert de tout. Tu l'as mentionné tout à l'heure, je suis pas avocat, je suis pas comptable, je suis pas tout un tas de choses dont j'ai besoin, tout un tas de gens du coup d'experts que j'estime qui sont autour de moi et qui sont pour moi inclus dans mon projet, mon comptable, mon avocat, des mentors. Ultra important d'avoir des mentors. Et puis alors, Nexus, en fait, ça veut dire la liaison, le lien. Donc moi, je me suis rendu compte que à chaque fois que je me plaçais dans une case professionnelle, je m'y sentais pas très bien. Par contre, faire l'interface entre deux cases, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc Nexus, c'est vraiment
le terme qui le mieux illustre ça, c'est-à-dire que je suis à l'interface, je suis au lien entre différentes cases. Et donc là, clairement, entre le monde académique, entre les ingénieurs, entre le grand public, entre les investisseurs aussi qui sont intéressés de comprendre les projets pour pouvoir les soutenir financièrement, c'est là que je me sens utile. Alors comment est-ce que j'ai eu l'intuition d'en faire un business? C'est bon, en effet d'abord une intuition et puis après tu vas parler à des gens. Et je pense que une des meilleures questions que j'ai pu poser professionnellement, c'est de demander aux gens quels sont leurs points de friction, où est-ce que ça se passe mal, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leurs projets, pour améliorer la viabilité de ce qu'ils font. Et assez vite, j'ai senti, et j'ai eu la chance de sentir ça, que mon expertise de communicant était en adéquation avec leurs points de friction. Donc c'était très pratique pour moi parce que je pouvais répondre à leurs besoins et du coup les aider dans leurs projets. Et tu sais, il y a des projets qui me tiennent plus à cœur que d'autres parce qu'on reste des humains et on a des émotions. Et c'est vrai que quand par exemple, je parlais d'un projet sur lequel j'ai pas été engagé, mais j'avais vraiment très envie de le faire. C'était un projet où la personne avait développé un dispositif médical pour faire des diagnostics. Vraiment pas cher, vraiment très léger et donc qui était facilement utilisable dans des zones très reculées, dans des zones où les gens n'ont pas les moyens. Mais cette personne-là communique extrêmement mal autour de son projet. Il n'arrivait pas à faire des levées de fonds. Et donc, je lui ai demandé de communiquer son projet envers moi. J'ai rien compris à ce qu'il me racontait. Parce qu'il me parlait de détails de fonctionnement de son instrument. Et je lui ai demandé s'il accepterait que je donne quelques conseils pour communiquer différemment ou quelques points de vue, disons un angle un peu différent pour communiquer. Et il s'est braqué, il m'a dit non. Voilà, c'est dommage. Mais aux dernières nouvelles, et c'est vraiment dommage, ce projet qui est capable de changer des vies, de sauver des vies, de littéralement sauver des vies, de faire que des gens ont un diagnostic médical beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher, et il est toujours dans des cartons et je suis très triste de ça. Ouais. Donc des échecs, tout ça pour dire, j'en ai toujours évidemment beaucoup. Oui. Comme tout le monde, c'est normal, ça fait partie de l'expérience et c'est des échecs qui apprennent vraiment beaucoup. C'est ça. Mais je voulais te dire, la plupart des chercheurs et des ingénieurs que je croise sont contents en fait d'avoir un ancien chercheur qui sait ce que c'est le peer reviewing, qui sait ce que c'est d'écrire un papier, qui sait le lire aussi du coup. Et peu importe le sujet, en fait, quand tu es chercheur, tu sais lire un papier. Je veux dire, tu vas pas tout comprendre, bien sûr, parce que c'est pas ton domaine, mais tu sais ce que c'est un abstract, une conclusion, tu sais comment utiliser telle figure, etc. Et donc, la plupart des chercheurs sont très contents. Le grand public, quand tu fais bien ton boulot, il est très content parce que le grand public est en fait demandeur d'avoir accès à la science, ça fascine. Enfin, les chercheurs, ils ont une chance parfois qu'ils ne mesurent pas. C'est que ils font un truc qui est absolument passionnant et le grand public veut savoir ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Mais de manière très étrange, les coups de couteau que j'ai reçus dans ma carrière viennent de chercheurs. Et en fait, de chercheurs qui comprennent pas la démarche, qui sont un peu trop peut-être dans leur tour d'ivoire et qui estiment qu'on ne doit pas vulgariser. Qu'on ne peut pas simplifier, j'aime pas le terme, mais qu'on ne peut pas rendre accessible et dénaturer leurs propos, très heureusement que j'ai reçu, viennent de gens qui sont dans cette démarche, et il y en a, c'est vrai, il y a des gens qui ont du mal avec l'idée de la vulgarisation et l'idée de la transmission de leur savoir vers des gens qui ne sont pas experts. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Oui. C'est pas du tout ma vision, je sais que c'est pas la tienne non plus. Non. Et heureusement, c'est pas la vision de l'immense majorité des chercheurs qui sont, comme je le disais, très enthousiastes à communiquer leurs recherches. Et je pense surtout que ça sera pas la vision de la relève parce que la relève baigne en ce moment dans un environnement qui est très propice à vulgariser, même à s'y mettre avant de sortir du système académique avec tout ce qui est ma thèse en 180 secondes, etc. Je pense que ces exemples-là que tu dis déjà qui sont rares, ils vont se raréfier encore plus. Puis je pense qu'on en est bien content. Mais tout ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose
qui résume un peu ça et qui s'applique dans différents domaines, mais qui est quand on est trop proche de l'arbre, on ne voit pas la forêt. Quand on est trop proche de notre sujet d'étude et trop émotionnellement attaché à ça, on va avoir de la difficulté comme je disais, à faire le deuil du détail. Bon, si on est allé jusqu'au doctorat, c'est parce que le détail, c'est important pour nous. Et donc... Et ça doit rester dans le cadre de la recherche. Dans le cadre de la recherche, exactement. Essentiel. Mais dans le cadre de la vulgarisation et dans le cadre de cette traduction dont je parlais, de cette interprétation pour aller vers un public non initié et même un public non scientifique, mais ces détails-là, c'est de la friction, c'est du bruit qui va faire que le message ne passera pas. Et il y a un grand besoin aujourd'hui que la population en général s'approprie une certaine connaissance scientifique de base. Eh bien, si on ne fait pas cet élagage, si on ne fait pas cet exercice de vulgarisation, si on pas et ça prend des ressources pour le faire, parce que c'est un travail de choisir qu'est-ce qu'on choisit, de tout ça de ce bébé qui est ma recherche, c'est quoi que je choisis ok, je vais prendre les yeux du bébé, le nez et les joues, mais le reste, je peux pas en parler, parce que ça va être trop, ça va perdre les gens, peut-être je peux en parler une autre fois, mais aujourd'hui, il faut que je parle juste de ça, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont faire un lien, ils vont se dire, ok, la science, c'est pas quelque chose qui existe juste dans les universités. Tous les jours, dans les choses que j'utilise, que ce soit mon téléphone, mon anti-douleur que je prends, ou etc. La science est autour de moi partout. Et si on est trop attaché, comme tu le mentionnais, aux détails et à la granularité et à comment dire, à une fidélité extrême à mon processus de recherche, je vais avoir de la difficulté ou même résister à le faire. Et ça fait que, on ne veut pas, puis tu me diras ce que tu en penses, mais quand on fait des demandes de subventions, quand on essaie d'avoir des partenariats, il faut faire cet exercice. On ne parle pas juste de faire des spots à la télé ou des émissions jeunesse. C'est tout public qui n'est pas dans un labo et qui doit évaluer ce que je fais. Il faut que j'adapte mon discours à ce public-là. Et je suis sûr que toi, il y a des projets que tu fais qui sont en lien avec ça. C'est pas toujours le grand public qui regarde la télé. Oui, moi j'aide des projets en effet à communiquer à des investisseurs. Et voilà. Les investisseurs sont peut-être parfois scientifiques, ça peut arriver. C'est relativement rare. Parfois, il y a des ingénieurs ou des industriels qui ont un background d'ingénieur. La plupart du temps, c'est des gens qui sortent d'études de commerce, c'est des gens qui sont entrepreneurs eux-mêmes, c'est des gens qui sont juristes, c'est des gens qui sont dans des domaines parfois très éloignés de la science et qui parfois n'ont pas une culture scientifique très très importante. Et il faut les convaincre et il faut les intéresser. Il y a une chose qu'on a négligée dans la manière de présenter la science pendant des années et des années. En tout cas, dans mon environnement, je ne l'ai pas beaucoup vu et je ne le vois toujours pas beaucoup. C'est l'émotion. Moi, je pense que la science, nous, quand on est chercheur, nous procure une émotion intense, mais qu'on a parfois beaucoup de mal à la partager. Et partager avec des investisseurs l'émotion que peut procurer un projet va beaucoup plus les intéresser. Ça va beaucoup plus les impliquer et ça va en fait maximiser les chances que le projet puisse exister. Il faut une base technique solide, ça on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut provoquer une émotion pour que l'investisseur se dise « mais j'ai envie de me joindre à ce projet ». Parce que des créatures d'émotion, c'est terrible à dire, mais on n'est pas vraiment rationnel. Sur plein de prises de décision, on va les prendre parce qu'on a un gut feeling et qu'on a envie d'aller avec ce projet. Et on va prendre un risque et on va mesurer les choses de manière très intuitive et très émotionnelle. Et donc, moi, je pense que si c'est pas un conseil, mais c'est en tout cas dans le cadre de mes formations quelque chose que j'essaie de travailler avec les gens que j'aide, c'est de voir quelle est l'émotion que je veux transmettre, quelles sont en fait mes valeurs et les valeurs de mon projet que je traduis en émotion, que je traduis en sensation. C'est très sensoriel en fait comme approche. Et comment est-ce que je les mets en avant pour ne pas dénaturer mon projet, bien sûr, mais mettre un éclairage différent dessus. Oui.
C'est intéressant. J'aime cette idée de mettre un éclairage différent dessus parce que ça, je pense que les scientifiques, ils ont très peur de ce que tu as dit juste avant, de dénaturer, d'embellir. C'est un terme qui fait peur. Et dans le fond, échapper ou déraper et s'éloigner de la rigueur scientifique. Puis je pense que c'est pas de ça qu'on parle du tout. Maintenant, j'aimerais juste leur proposer un calcul très simple. Si tu expliques 100% de ton projet avec la technique, etc., tu vas pouvoir l'expliquer à 2 personnes dans le monde. 2 personnes qui ont reçu 100% de ton information. Si tu vulgarises, si tu rends un autre éclairage sur ton projet, tu vas peut-être pouvoir le partager avec des milliers de personnes, peut-être même des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont recevoir peut-être que 1% de ton projet. Mais si tu compares les deux, ton impact, il est beaucoup plus important si tu as vulgarisé et que tu as touché beaucoup plus de gens. Donc, si tu veux vraiment avoir la prétention de faire de la science pour le bien-être de l'humanité, et je pense que tous les scientifiques ont cette prétention à un moment donné de se dire que c'est une passion, mais on a aussi envie de faire avancer l'humanité, le bon calcul, c'est de vulgariser en fait ce que tu fais. C'est sûr. Maintenant, pour cette dernière partie de cette première entrevue en français, il y en aura une en anglais. Là, je comprends, je vois ta passion et je vois ton émotion quand tu parles de la vulgarisation. Et je pense que c'est aussi important pour les jeunes scientifiques qui pensent devenir entrepreneurs. Il faut être capable de transmettre notre passion pour notre projet. On avait parlé d'une première phase où tu es allé parler avec des chercheurs pour comprendre les frictions. Où est-ce que toi, tu allais pouvoir être en tout cas, l'agent en tout cas, comment dire, comment est-ce que tu pouvais, toi, aller retirer ces frictions et aller les aider, mais en faisant de ça une entreprise, un business. Une des choses qui est opaque à quelqu'un qui vient de terminer, par exemple, son doctorat et qui peut-être a fait un petit cours sur l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce que maintenant on passe du plan puis de son business canvas, là, comment est-ce qu'on passe au monde réel? Comment est-ce qu'on... on a parlé de tout le côté avocat, notaire, etc. Ça, c'est un peu de la bureaucratie, mais comment est-ce qu'on va vers notre premier client? Comment est-ce qu'on passe d'un premier projet à vraiment une entreprise qui roule? Parce que c'est sûr que les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses, ils se disent, bon, mais si je fais ça, ça va prendre beaucoup de mon temps. Comme tu le disais, en start-up, peut-être même que je devrais commencer avant de terminer mon doc, parce que là, il y a du travail qu'il faut mettre avant que ça soit rentable. Est-ce qu'on peut parler ces dernières 5 minutes de ton expérience à mettre ça sur pied et à commencer à faire rouler ta boule de ce côté-là? Mon expérience, et c'est vraiment... je me permettrai pas de donner des conseils. C'est, je partage mon expérience et Exactement. mon ressenti. Que ce soit clair pour tout le monde. Mais mon expérience, c'est que tu prends une roadmap, tu fais le plan de ce que tu vas faire, des actions que tu vas faire, des gens que tu vas aller trouver, de quels produits ou quels services tu vas aller leur vendre et de comment tu veux aller leur vendre. Et puis toutes les 2 semaines, ta roadmap, tu en fais une boule de papier, tu la jettes et tu recommences. Donc moi, je pense qu'il faut rester très flexible sur beaucoup de choses et très intransigeant sur d'autres. C'est-à-dire, la flexibilité, elle te permet de pas tomber amoureux de ton idée, parce que je pense que c'est un piège pour un entrepreneur, pour un indépendant un freelance, de tomber amoureux de son idée parce que c'est peut-être pas la bonne idée. Il faut la tester, il faut accepter qu'elle échoue et il n'y a pas de recette miracle. Parfois, la bonne idée va échouer 10 fois et puis réussir à la 11e fois. Et parfois, elle va échouer et il vaut mieux l'abandonner pour de bon et se concentrer sur autre chose. Il n'y a pas de boule de cristal qui vous permettra de savoir, ou en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé qui me permettait de savoir si ça allait marcher ou pas avant d'avoir essayé. Et c'est ça, pour répondre à ta question, le truc, c'est que c'est chouette. En tant que doctorant, souvent, on a expérimenté beaucoup de choses. Alors, on peut être expérimentateur ou théoricien, mais même les théoriciens essayent des tas de choses et se plantent. Et donc, on a cette habitude d'essayer, d'ajuster, de rectifier. Et je pense que cette capacité, elle est ultra importante parce que
si c'était tellement facile qu'il suffit d'avoir une bonne idée et un roadmap et un plan, et puis ça marche, je pense que tout le monde serait entrepreneur. Tout le monde le ferait. C'est plus compliqué que ça. Il faut pas mentir, c'est compliqué. J'ai plein de challenges toutes les semaines, tous les jours, auxquels je ne m'attendais pas. Et donc, il faut, je pense, avoir des moments. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des moments où il faut faire un peu de la méta-analyse de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, il faut critiquer ce qu'on est en train de faire. Alors peut-être soi-même ou peut-être avec des business analysts qui sont, eux, formés pour ça et qui auront la vision de dire, voilà, ça peut pas marcher, ça, il faut rectifier, etc. Donc, la mise en application, le premier pas, il fait peur. Comme tu l'as dit, comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique, hein, de vraiment se lancer. Le premier pas fait peur. Et je rajouterais, tous les autres pas peuvent faire peur un petit peu derrière aussi, parce que il y a des rectifications, des ajustements à faire régulièrement, constamment. Alors le piège dans lequel on peut tomber, mais il y en a plein, et je pense qu'un des pièges dans lequel moi, à un moment donné, je suis tombé, c'était d'écouter trop les avis extérieurs. Et puis je suis tombé dans l'autre piège qui était de ne plus écouter les avis extérieurs. Et donc c'est le balancier, il faut, je pense, trouver un équilibre, et je suis toujours en train d'essayer de trouver un équilibre entre les avis que je souhaite écouter, parce que j'estime l'expertise de la personne et la bienveillance aussi de la personne. Ça veut pas dire que la personne va pas dire des choses dures. Une personne bienveillante peut dire des choses extrêmement dures. Mais il faut choisir, je pense, les interlocuteurs avec beaucoup de soin. En tout cas, ceux à qui on prête de l'importance sur notre projet entrepreneurial, c'est très difficile de les choisir avec soin, parce que à l'heure des réseaux sociaux, dès que tu t'affiches un petit peu, tout le monde va pense faire mieux que toi et donc t'explique ce que tu dois faire. Oui. Mais il faut savoir écouter. Les gens. Comment dire, que tu sais, je me suis dit récemment, j'ai plus envie d'écouter des gens avec qui j'irai pas passer un lunch et passer une heure agréable à discuter. Si c'est une personne avec qui je me dis pas que je peux passer un moment et que je peux échanger avec cette personne, je vais pas prêter trop attention à ce que cette personne peut avoir comme opinion sur mon projet. C'est un critère. C'est pas le meilleur critère, mais c'est un critère. Critère humain et qui a beaucoup de sens. C'est intéressant. J'ai fait une entrevue il y a pas. En tout cas, je faisais une entrevue juste avant et je parlais que les humains, on utilise toujours des raccourcis, tu sais, organiquement, et c'est un très bon raccourci. Est-ce que je pourrais avoir un lunch avec cette personne et passer du bon temps, c'est agréable et stimulant, etc. Très bon point. Mais c'est intéressant, et donc ce point sur dans le fond, le choix de qui sont tes mentors. Je pense que oui, il faut faire gaffe, parce que comme tu dis, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se permettent de s'afficher, de venir te dire ah, tu fais ça. Surtout quand c'est pour dire que c'est pas bien fait, dans leur avis, ils vont te le dire très rapidement. Donc oui, s'entourer des bonnes personnes. Là, on arrive vers la fin de cette entrevue en français. Tu as déjà partagé plein d'affaires basées sur ton vécu. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. J'aimerais terminer avec une question surprise. Et savoir, avec la terminologie, quand on parlait plus de vulgarisation, que un vulgarisateur, un scientifique qui sort du milieu de recherche et qui veut parler science, il faut qu'il l'interprète, il faut qu'il traduise. Et donc, ça veut dire qu'il y a une terminologie qu'il faut un jargon, et il y a un langage souvent qu'il faut qu'on apprenne et qui va dépendre de quelle audience, quel public on s'adresse. Mais en parlant de mots qui ont un poids, de mots qui ont une connotation, de mots qui amènent des émotions. Vendre, c'est un mot que tout le long, même depuis ma licence, après le doctorat, etc., souvent, les gens qui sont autour de la paillasse avec toi, on a un point en commun. Vendre, ça me tente pas tellement vendre. Quand on est un entrepreneur, mais là, il faut vendre. Et j'aimerais savoir si on est capable de recadrer le mot. Parce que souvent, le mot vient avec un certain poids. Avec ce que tu as appris jusqu'à maintenant, tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, 1 minute pour démystifier le mot vendre. Je me souviens en tout cas, là, c'est beaucoup évolué, mais à un moment donné, il y avait un film
je pense que c'était Superman où tu avais un tank de guerre et là, la personne était capable de le démonter en morceaux. Mais pas détruire, démonter dans on peut faire Watchmen. Ça avec vendre. Ouais, je m'en souviens. Ah, Watchmen. Est-ce qu'on peut faire ça avec le mot vendre et dire, regarde, si tu as une idée de business, n'aie pas peur de vendre. Dans le fond, c'est ça que j'aimerais qu'il ressorte de ce que tu vas partager, mais est-ce que tu es capable de faire cet exercice c'est ça, de vendre, je sais même pas quoi, d'exploser le mot, puis d'aller chercher une autre façon de l'exprimer. Je vais te proposer un axe de lecture de ce mot. À mon sens, quand tu as un projet entrepreneurial ou un service à vendre, ou quelque chose, ou même un produit, vendre, à mon sens, c'est séduire la personne en face, séduire par rapport à ton projet. C'est pas toi qui la séduis, c'est ton projet qui séduit. C'est séduire la personne. Et je suis persuadé que la séduction, c'est la fille de la conviction. Et donc, je ne cherche pas à vendre. J'essaye d'être convaincu de ce que je fais pour de bonnes raisons, pas pour mon ego, mais pour de bonnes raisons. Et quand je suis convaincu que j'apporte du positif pour la personne, j'ai plus besoin de vendre. Ou en tout cas, je ne me sens pas dans la démarche du mec qui vend quelque chose. Je pense vraiment, sincèrement, qu'être dans la conviction de ce qu'on fait, dans la conviction de ce qu'on apporte de positif pour l'interlocuteur, permet la séduction du projet. J'adore. C'est vraiment bon. Et je pense que ça va résonner avec le public de scientifiques parce que nous, qu'est-ce qu'on aime? On aime des solutions qui sont basées sur des données. Et ce que tu es en train de dire, c'est exactement... ça découle de là et donc c'est parfait. Mais Arnaud, merci énormément pour cette conversation. Merci à toi. Pour tout ce que tu as partagé. Je mettrai les liens pour Nexus. D'ailleurs, avant ça, dire au revoir. Si les gens veulent te rejoindre, trouver Nexus, et ce que tu fais, même les balados, ici on dit balados au Québec, les podcasts, etc. Où est-ce qu'ils peuvent trouver tout ça? Comment ils peuvent te contacter aussi? Partout, absolument partout. Mon objectif, c'est d'avoir le contenu que je produis accessible dans le format que les gens préfèrent consommer. Donc si les gens préfèrent des balados, c'est ça, du podcast, il y a Deezer, Apple Podcast, etc. Si les gens préfèrent YouTube, il y a les réseaux sociaux. Je suis sur tous les réseaux, sauf un, pas encore sur Twitch non plus. Donc je suis pas sur X. Et sinon, si vous êtes plutôt de ce côté-ci de la grande rivière qui nous sépare, il y a la télévision. Et si vous n'êtes pas de ce côté-ci, les émissions sont aussi disponibles assez facilement. On peut les trouver assez facilement sur Internet, en streaming. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, des livres aussi, des conférences qui sont filmées, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le plus simple, c'est de googler Nexus by Arnaud Stippen ou de venir sur les réseaux sociaux et là, tout est repris, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, voilà. LinkedIn. On est partout. LinkedIn, bien sûr, aussi. Merveilleux. Ouais, tout à fait. Très bien. Arnaud, merveilleux. Donc, vous savez, si ça a résonné avec vous, cette conversation, si vous avez des questions à poser à Arnaud, n'hésitez pas à le rejoindre et aussi à partager avec nous. N'hésitez pas, si vous écoutez ou vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire par rapport à quelque chose que vous avez expérimenté vous-même ou une réflexion par rapport à quelque chose qu'on a dit. On aura grand plaisir à y réagir et à en discuter avec vous. Donc Arnaud, merci énormément. Je ne lirai que les commentaires bienveillants, évidemment, comme on vient de le dire. Mais je sais que tu as une super communauté très bienveillante. Donc oui, c'est vrai. Je me considère chanceux et choyé. En effet, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Donc Arnaud, merci énormément. Je souhaite un grand succès avec Nexus. Je sais que tu as des beaux projets qui s'en viennent. Donc bravo pour ça. Et c'est ça. Au revoir tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel après le doctorat, rends-toi sur school.com/papaphd, donc skool.com/papaphd, et rejoins-moi, mais aussi une communauté de gens comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressés à ce qui existe professionnellement en dehors du labo pour toi. À bientôt!